Mon mari m'a battue et humiliée pendant 10 ans. Il m'a cassé plusieurs fois le nez, les côtes, les dents. Mais depuis 15 jours, c'est enfin terminé. La femme que nous entendons avait 37 ans. Elle s'appelait Anne Leroy. En France, chaque année, comme elle, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Une violence qui tue en moyenne plus de 140 femmes tous les ans. Elle s'appelle Sandrine, Christiane, Yasmina et Marie. Elles ont survécu aux coups de leurs conjoints. 4 femmes, 4 générations et une violence transversale. Leurs visages sont devenus durs, leurs sourires sont rares et leurs yeux tristes. Ces femmes, on les voit rarement. Courageuses, elles ont accepté de nous dévoiler leur intimité. On ne croit pas que tout d'un coup, ce compagnon est devenu quelqu'un d'autre. Ce compagnon avec qui on se promenait, on se tenait la main, on riait. On s'est mariés et là, ça a été l'enfer. C'est pas valorisant de dire voilà, je me suis pris une gifle hier par mon mec, mais bon, tout va bien. Donc je cachais. Leur calvaire a parfois duré des années. Je sais que l'extérieur a beaucoup de mal à comprendre qu'une femme qui subit des violences reste avec son bourreau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand elle n'a pas d'aide autour d'elle ou qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne peut pas comme ça faire la valise, prendre ses enfants et aller dans la rue, c'est pas possible. De l'illusion d'une belle rencontre au tourbillon d'un cauchemar quotidien, des urgences au palais de justice, en France, derrière ces murs, dans tous les milieux sociaux, une femme sur 10 vit cachée, victime de ces violences conjugales. 200 000 femmes par an seraient concernées. Tout a commencé il y a 8 ans. Sandrine est belle dans sa robe blanche. Sous le regard attendri de sa famille, elle signe pour le meilleur et pour le pire avec son amour. Ce grand gaillard dont elle vient de tomber amoureuse. Elle est là, jolie, avec ses fleurs dans ses cheveux. Elle rayonne. Mais ses yeux ne sourient pas. Ce jour-là, Sandrine sait déjà que quelque chose ne tourne pas rond. Bien des années plus tard, elle s'en souvient, comme si c'était hier. La violence est apparue pour la première fois juste avant le mariage. Je me suis pris une paire de gifles et qui m'a coûté quand même un tympan. Ah oui? Oui, le tympan a éclaté sur le coup de la paire de gifles, oui. Et je me suis dit que c'était le 13, puisque vous savez, quand vous préparez le mariage, vous avez les beaux-parents, bon, il y a le nombre de personnes. Et je pensais pas que, voilà quoi, il a craqué et j'ai pas du tout mis ça sur le compte de la violence conjugale parce que j'étais loin de m'imaginer que je rentrais dans cette spirale. Mais vous n'avez pas pensé à le quitter à ce moment-là? Non, 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 je n'y ai pas du tout pensé parce que je vous dis, pour moi c'était le stress. Donc c'est assez dur. À une semaine du mariage, je me voyais pas annuler 100 personnes, le buffet, le banquet. Donc j'étais un peu prise à la gorge et puis j'ai pas voulu croire à cette histoire d'homme violent, entre guillemets. Sandrine ne se pose même pas la question d'annuler quoi que ce soit, car elle aime cet homme. Il est beau, ses yeux bleus la font chavirer et leur romance a commencé comme plein d'autres histoires, sur leur lieu de travail. Elle est secrétaire médicale, lui, ambulancier. Je le voyais régulièrement dans l'hôpital et c'est une amie qui m'a dit qu'a priori je lui plaisais et elle nous a présenté et puis voilà, ça a fonctionné entre guillemets. C'est un homme charmeur, calme et très discret. Mais 6 mois après leur mariage, il perd peu à peu tous les points de son permis et se retrouve dans l'impossibilité de conduire ses ambulances. Il perd son emploi et traîne à la maison toute la journée, tandis que Sandrine mène sa carrière tambour battant. Une insidieuse jalousie s'installe. Donc il s'est mis dans l'alcool et c'est là que tout a démarré réellement. J'avais le droit à sale t'es qu'une merde, ce genre d'insultes. Et vous lui répondiez quoi quand il vous disait ça? Je lui répondais des insultes ou des fermes il disait aussi, ou pauvre
ou ce genre de choses, essayer de me défendre. Il devenait violent quand je lui répondais, il ne supportait pas en fin de compte que je lui réponde. Il me tirait par les cheveux, il me traînait par terre, il me bousculait. Sandrine ne comprend rien à ce qui lui arrive. Elle subit et se défend comme elle peut. Un an plus tard, son mari retrouve finalement du travail et 2 enfants naissent de cette union malheureuse. Mais après son 2e congé maternité, Sandrine perd son emploi et devient dépendante financièrement. Elle doit rendre des comptes à son mari. Il l'isole, filtre les appels téléphoniques, confisque sa carte de crédit. Les années passent et un huis clos infernal s'installe. Mon ex-compagnon a fait le vide autour de moi. Petit à petit, en rompant les liens, en faisant en sorte que les gens ne puissent plus venir à la maison, me voir, couper les téléphones. C'est petit à petit, en fin de compte, on a l'impression qu'il avait mis un plan en place que moi, je n'avais pas vu du tout. Quand on est violenté, en fin de compte, on se dit qu'à la base, on est fautive. Donc on se demande ce qu'on a fait de mal pour en arriver là. Quand il nous dit pourquoi il agit, on aurait tendance à le croire, parce qu'il a une machination qui fait qu'on se sent coupable de ce qui nous arrive. Je restais avec lui parce que je n'avais pas trop le choix, en fin de compte. Personne n'était au courant autour de moi. J'avais déjà divorcé une fois. Et le fait de me remarier, de refaire des enfants, je me sentais complètement honteuse de refaire ma vie avec un homme comme ça. Donc j'ai caché ça. Enfin, vous aviez honte alors que c'était lui qui aurait dû avoir honte en fin de compte? Oui, mais sur le moment, c'est moi qui ai eu honte. Pourquoi? De rester avec cet homme, sachant ce qu'il me faisait, c'est par rapport à mes enfants que j'avais honte aussi. Parce que je sais que l'extérieur a beaucoup de mal à comprendre qu'une femme qui subit des violences reste avec son bourreau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand elle n'a pas d'aide autour d'elle ou qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne peut pas comme ça faire la valise, prendre ses enfants et aller dans la rue, c'est pas possible. Personne n'est au courant, à part ses enfants. Les seuls témoins de son calvaire, notamment ses 2 aînés, issus d'un premier mariage. 8 ans plus tard, Sandrine vient de déposer ses 3 filles et son garçon à l'école. La jeune femme a finalement réussi à trouver la force de quitter son mari en 2009. Car cette année-là, son compagnon la gifle pour la première fois devant son fils. C'est donc ses enfants qui furent sa soudaine prise de conscience. Et les grandes ont vu des choses, notamment ma grande qui a quand même épongé mon sang. Donc elle s'est retrouvée dans le couloir à ce moment-là. Et elle a vu le sang qui coulait. Donc c'est ma fille qui m'a pris, qui m'a soignée. C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que en général, on dit à son enfant « va dans ta chambre ». Mais je me suis écroulée par terre avec ce sang. C'est très dur. Elle, c'est maman. C'est la meilleure maman du monde. Enfin, j'en suis presque sûre, mais parfois, papa dit que maman est nulle. Et papa a toujours raison. En tout cas, maman c'est la princesse de papa. Et comme les princesses dans mes contes, parfois elle est enfermée dans sa chambre et elle pleure pour qu'on la délivre. Une fois, j'ai vu maman nue dans la salle de bain. Elle avait une grosse cicatrice sur l'épaule. Elle m'a dit que c'était le signe de reconnaissance super secret de l'école de sorciers à laquelle elle allait. Et puis elle m'a fait promettre de ne le dire à personne. Les jours ont passé. Et maman a continué à nous raconter des histoires incroyables qui nous faisaient beaucoup rire. Et c'est comme ça que maman est morte. Pour préserver ses enfants, Sandrine a trouvé la force de quitter son mari. Il a été condamné à de la prison avec sursis ainsi qu'à 18 mois de mise à l'épreuve. Mais son divorce est compliqué, même si les documents qu'elle a en sa possession sont accablants. Hématome face dorsale main droite. Hématome poignet gauche, douleur dorsale avec contracture musculaire, hématome face latérale de la cuisse gauche. Le divorce de Sandrine est long, la procédure traîne depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son avocate. Bonjour. Vous allez bien? Oui, allez-y, rentrez. Comment allez-vous? C'est dur, il fallait. Bon. On va faire le point un petit peu sur tout votre dossier. Les enfants. C'est dur parce que son mari voit les enfants un week-end sur 2 et il semble qu'il soit violent verbalement avec eux. En fait, où a été Insupportable pour Sandrine, qui souhaite qu'une assistante sociale soit présente lorsqu'il les rencontre. Donc vous avez eu la possibilité d'évoquer avec elle
les violences que vous avez subies pendant la vie commune. Oui. Comment il faisait, comment ça a commencé. Avec vous, hein. Avec moi, oui. D'accord. Oui. Vous avez évoqué aussi des violences que vous avez subies en présence des enfants. Oui. D'accord. Oui, oui. Vous avez pu évoquer aussi les violences psychologiques subies directement par les enfants. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord, vous n'avez pas Non. encore abordé ça. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Je pense. Et en plus, pour vous, il y a la circonstance aggravante dans ce dossier-là de l'alcoolisme chronique de monsieur. Bon, donc avec l'agressivité, la violence inhérente à cet alcoolisme-là. Donc il faut absolument mettre l'accent sur le fait que les violences que vous avez subies pendant la vie commune, et qui perdurent encore aujourd'hui, malgré la séparation, ont des répercussions sur les enfants. À la base, Depuis leur séparation, l'ex-compagnon de Sandrine continue de la menacer verbalement par téléphone ou en faisant pression sur les enfants. La jeune femme l'a poursuivi devant le tribunal pour violence psychologique. Mais il a été relaxé. Et comment vous l'avez su? Cette relaxe a également eu pour conséquence de permettre à ce monsieur de dire à son fils âgé de 7 ans à l'époque, je crois, entre 7 et 8 ans. de montrer à son fils des munitions en lui disant bah, tu vois, avec ça, je vais aller tuer ta mère. Et comment a réagi votre fils, Sandrine? Moi, je l'ai su après. Sur le moment, il n'a rien dit, il l'a gardé pour lui. Mais bon, je sentais qu'il allait pas bien. Il était très introverti. Il refaisait au lit, il mangeait pratiquement pas. Donc, jusqu'au jour où il s'est senti en confiance. Et là, il me l'a dit, mais il était apeuré. Et quand on lui a demandé pourquoi il ne me l'avait pas dit avant, il m'a dit « j'ai peur pour toi ». Comme vous aussi à l'époque. Cette avocate a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes son combat. Elle voudrait que les magistrats comprennent mieux ce qu'est cette violence sournoise et les difficultés pour monter un dossier. Il était en état d'ébriété. Que ce soit des magistrats, des juges aux affaires familiales, ou que ce soit des juges au niveau pénal, après donc la plainte. On va rarement, il faut vraiment être très clair par rapport à ça, avoir affaire à des magistrats qui vont être au fait de la complexité de ce qu'est la violence conjugale. On va rarement avoir des magistrats qui vont comprendre ce qu'est la violence psychologique. Pour elle, la bataille la plus importante se joue dans l'écriture même de la loi. Le premier gros chantier, de mon point de vue, c'est de considérer que la violence conjugale est une violation de l'être humain. Sandrine se demande combien de temps son dossier de divorce va encore traîner. Les juges ne semblent pas l'entendre. Elle était pourtant confiante, car le plus dur, c'était de porter plainte. Même si elle a réussi à partir, elle se sent toujours en danger avec cet homme qui la menace à travers les enfants. Elle a raison d'avoir peur. Près d'une femme battue sur 3 est victime de violences de la part de l'homme qu'elle a quitté. La plupart des femmes ne préviennent pas la police des coups qu'elles subissent. Elles ont trop honte ou sont terrorisées. Commissariat de Puteaux, dans la banlieue ouest de Paris. Une banlieue plutôt chic. Rares sont les femmes qui viennent demander de l'aide à la police. Ici, il y en a, en moyenne, 2 par mois. Pourtant, tout est fait pour les accueillir, car les violences conjugales, c'est le combat de la commissaire Anne-Charlotte Vautrin. À la base, l'enquête de violence conjugale, elle n'est pas difficile. L'auteur est connu. On n'a pas de grandes investigations à mener. En revanche, ce qui est difficile, c'est d'appréhender cette emprise dans laquelle se trouve la victime. Elle est amoureuse souvent de son bourreau, elle est proche de lui, il y a des enfants au milieu, et elle va avoir un comportement tout à fait fluctuant qui va l'amener à venir au commissariat, puis retirer sa plainte, puis revenir pour redénoncer des faits, puis se remettre parfois 1 an, 2 ans avec cette personne. Elle a cautionné pendant plusieurs années parfois ces actes. Et c'est justement, c'est là où le commissaire de police a un vrai rôle à jouer, c'est sensibiliser ses fonctionnaires
a cette difficulté d'emprise qui va faire que la victime sera particulièrement difficile à appréhender. S'occuper de ces victimes, c'est notamment le travail de cette enquêtrice, Ophélie. Hier, une femme est venue la voir. Mère de 2 enfants, elle est terrifiée car son mari l'a frappée. Courageuse, elle a porté plainte. Ophélie sait ce qui lui en a coûté, elle ne veut surtout pas la lâcher dans la nature, alors elle la rappelle. Madame, c'est le commissariat de Puteaux, madame. Je vous appelle en fait parce que c'est moi qui vais traiter votre plainte que vous avez déposée hier pour les violences conjugales. Et j'aurais quelques petites questions complémentaires à vous poser. Vous êtes disponible? Alors j'aurais aimé notamment savoir les horaires de votre mari. À 6h le matin et il revient à 3h30 et 4h le soir. D'accord, 15h30, 16h alors. Oui. D'accord, très bien, pour savoir à quel moment je vais le convoquer en fait. Il y aura probablement une garde à vue. Il va ressortir si vous voulez, il y a quand même peu de chances qu'il soit déféré. Je ne m'attends pas, mais bon, juste je veux savoir combien de temps j'ai pour me trouver, parce que j'ai plutôt pas intérêt à être là quand il ressortira. En fonction de ce qu'aura décidé le magistrat, s'il ressort, vous serez tenu au courant immédiatement, il n'y a pas de problème. Je vous contacte avec vous. Pas de souci, merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Ophélie a les horaires de travail du mari. Elle sait qu'il n'est pas à la maison. Salut tout le monde, je vais chercher mon arme. Quelle que soit la sortie, c'est toujours avec une arme. C'est la règle. Avec un collègue, Ophélie va se rendre dans l'immeuble du couple pour une enquête auprès des voisins. Dans 90% des cas, ça nous aide pas beaucoup, mais il arrive que des fois, il y ait des voisins qui soient prêts à parler. Moi, j'ai une enquête de voisinage la dernière fois qui a été positive. La victime s'est réfugiée chez ses voisins. Les voisins, après, étaient tout à fait d'accord pour parler, pour dire qu'ils avaient entendu des propos rabaissants du mari à l'égard de sa compagne. Ça peut être positif. Mais est-ce que des fois les voisins ne vous disent rien parce qu'ils estiment qu'en gros, c'est pas leurs affaires? Tout à fait. Ça arrive très souvent que les voisins nous disent que ça ne les regarde pas, que c'est relatif à des histoires privées, on va dire, et donc ils ne veulent pas s'en mêler, et ils ne veulent pas surtout que ça puisse leur retomber dessus par la suite. Ils ont peur pour eux, en fait. C'est ça. Alors, de quel type de voisin s'agit-il aujourd'hui? Ophélie et son collègue vont vite le découvrir. On va faire les voisins de palier, du dessus et du dessous. Objectif, savoir si les habitants de l'immeuble ont entendu des coups ou des cris. Donc là, c'est le domicile où ont eu lieu les faits. Donc on va essayer de prendre contact avec les voisins de palier. Bonjour, c'est la police. C'est la police, madame. Bonjour, madame. On est du commissariat, on est de la police. Oui. Je recherche des informations par rapport à vos voisins. Donc vous avez déjà entendu des disputes? Entendu des ragots, mais les gars pas. Ah d'accord, des ragots. Mais vous les avez déjà entendus se disputer ou pas? Ah, bien sûr. Oui. C'est-à-dire? Vous voulez savoir? Oui, c'est ça, oui. Un système de dispute sur le palier. Est-ce que c'était violent, la dispute? Est-ce que c'était une dispute de couple normale ou quelque chose que vous avez trouvé violent? La dame semble stupéfaite que la police se déplace pour des querelles de couple. Pour elle, ces disputes, ces cris semblent banals. Elle n'a pas grand-chose de plus à dire. On va faire le domicile au-dessus et en dessous, mais après, ça servira à rien, parce que les gens ils vont pas forcément entendre. Bonjour. Madame, bonjour. Oui, c'est dame. C'est le commissariat de Puteaux. On vient vous voir par rapport à vos voisins du dessous. Copie d'enquête. Est-ce que vous les avez déjà entendus se disputer fortement? Oui, régulièrement. J'entends des engueulades. Des fois, j'entends la dame disputer ses enfants et ça s'arrête là. D'accord. Et c'est pas régulier. Au revoir, bonne journée. Rien de bien probant dans cette enquête auprès des voisins. Les propos sont vagues et nul ne semble bien intéressé par ces histoires. De retour au commissariat, le mari violent, convoqué par Ophélie, vient d'arriver.
l'homme ne sait pas que nous filmons son audition. Notre caméra est discrète. Vous savez pourquoi on est là? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous savez? Je sais pas mal de choses que j'ai vu le document de ma femme. Le dépôt de plainte? Le dépôt de plainte. Vous l'avez vu comment? Elle m'a dit que dans son agenda il y avait un papier, est-ce que je l'avais vu? Et j'ai regardé et j'ai vu ça. Voilà. Vous avez été fouillé dans son sac? Et après, le soir, on m'a parlé qu'elle avait fait un dépôt de plainte. Oui, elle a eu raison de déposer plainte, votre femme? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? D'accord. C'est pas la peine de me dire que vous n'avez pas été violent. Vous l'avez juste bousculé, mais que vous ne l'avez pas tapé. Voilà, parce que j'ai des témoignages qui vont dans le sens de ses dires à elle. Donc c'est pas la peine d'essayer de m'embobiner, quoi. Non, mais je vous le dis, parce qu'il y a 99% des personnes qui sont assises en face de moi qui ne disent pas la vérité. Donc, Là, pour la vérité, c'est pas... c'est le problème qu'on a tous les jours. C'est-à-dire? Elle me dit que je suis jaloux par rapport à son passé ou ses ex, mais... Que chacun a des torts dans un couple, on est bien d'accord. Oui, après... Mais sur ça, elle a toujours nié, je me suis fait passer pour un... En tout cas, si c'est pour essayer de me faire croire que c'est à cause d'elle que vous en êtes venu là, je dirais non. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Vous pouvez pas la pousser sur le lit et lui mettre un coup dans le dos. Ça, c'est trop facile parce que vous faites plus de 100 kilos et face à elle, forcément, face à vous, elle fait pas le point. Hein. Moi, tout ce que je souhaite, c'est pas intervenir chez vous et que votre femme soit plus gravement blessée ou même qu'elle soit morte parce que... Je pense que Ouais, surtout que j'ai eu plusieurs témoignages disant qu'un jour elle était blottie contre le mur en train de dire arrête de me frapper, arrête de me frapper. Je me suis... En fait, il y a quelqu'un qui est passé et qui entendait de votre appartement votre femme blottie contre la porte en train de dire arrête de me frapper, arrête de me frapper. Ouais, et que visiblement les violences, là on parle de violence avec votre femme, mais que visiblement avec votre ex-compagne ça se passait pas spécialement. J'ai des soucis aussi. Ouais. Bah donc, soit vous les choisissez, soit c'est vous qui avez un problème, quoi. J'ai choisi moi. Ouais. L'audition dure 1h30. Les femmes qui portent plainte sont tellement rares que la commissaire suit les dossiers de près. Mise en cause? Oui, tout à fait. D'accord, donc il a un petit peu parlé. Il a parlé, et ce qui est bien, c'est que par rapport à d'habitude, il m'a reconnu au moins la moitié des faits. Donc, d'accord, donc je sais pas on n'est pas dans quelqu'un qui minimise. Il minimise quand même. L'homme a reconnu sa violence, mais à la dernière minute, sa femme a retiré sa plainte. Ouais. Son mari n'a donc pas été placé en garde à vue, au grand regret de la commissaire. On sait jamais on ne peut pas être indifférent au désarroi qu'est l'emprise psychologique d'une femme qui est en prison chez elle, dans ce qui devrait la ressourcer. Elle, c'est son lieu d'enfer. Donc je pense que quand on est une femme, quand on est une jeune femme, quand on fait partie de la tranche la plus exposée aux violences conjugales, on ne peut que par empathie et peut-être par crainte aussi, avoir envie de se mobiliser dans la cause et avoir envie que ces femmes aient une vraie bulle d'air quand elles rentrent chez elles, plutôt que de vivre dans un cocon infernal. Ce jour-là, l'homme est rentré chez lui, comme si de rien n'était. Qui sont ces hommes qui tapent leurs femmes? L'un d'entre eux a accepté de nous recevoir. Le monstre ordinaire, celui qui tape sa femme, le voisin si sympathique, c'est lui, Frédéric. Pendant 10 ans, il a tapé sa femme à coups de poing. C'est exceptionnel, mais il a accepté de nous raconter pourquoi, à visage découvert. La première gifle, elle est venue On était chez ma mère dans ma chambre et j'attendais quelque chose et ça s'est pas fait. Et puis de là, j'ai réagi violemment, donc par une gifle. Ça, c'est le geste violent, mais forcément, les mots suivaient. Je l'insultais, je la traitais, je me permettais tout. La deuxième gifle est arrivée très rapidement. Lorsqu'on
on se permet de frapper une fois sa compagne, puis 2 fois, puis 3 fois, puis ça se répète dans le temps. Oui, on a un sentiment de pouvoir, de se permettre l'impensable, et à la limite, je peux dire que c'est la personne avec qui on est dans la relation, ça devient un peu notre chose, notre objet. Et ça, c'est... Dès que ça va plus, on cogne. Dès que ça va plus, on frappe. Dès que ça va plus, on gifle. L'histoire de Frédéric et sa femme avait commencé comme tant d'autres. Un soir de 1994, il rencontre Sabrina, une jeune adolescente. Il a 26 ans, elle en a 16. C'est cette jeunesse qui l'a avant tout charmé. Frédéric est en train de débuter sa carrière de dessinateur industriel. Sabrina, elle, est en échec scolaire et ne veut plus aller au lycée. Frédéric veut lui faire reprendre le chemin d'une formation, mais Sabrina ne s'exécute pas aussi vite qu'il le voudrait. Ça faisait plus vraiment de projets, soit scolaires ou professionnels, et d'être comme ça dans ce vide, pour moi, ça m'irritait, ça m'agaçait. Et là, chez moi, ça générait quelque chose de négatif, et la violence pouvait surgir. Alors Frédéric frappe. Et il frappe fort. Mais comble de l'horreur, il raconte sans ciller comment il torture aussi sa compagne. Ça pouvait être par des gestes en la secouant, en la giflant, par des coups de poing, des coups de pied. Des fois, c'est comme si j'avais un sac de frappe, et on se met à frapper sans plus réfléchir, on lâche les coups. Je crois que des fois, c'est limite la torture. Hein, il y a eu des brûlures de cigarettes en voiture, il y a eu des étranglements. Il y a eu une scène où je lui avais mis dans sa bouche des excréments de lapin. À chaque fois, il y avait de moins en moins de limites. Anéantie, comme anesthésiée, Sabrina, sa femme, s'enferme dans une bulle de silence. Elle accepte l'impensable. Le couple ne se marie pas, mais entre 2 séances d'horreur, fait 2 enfants, 2 filles. Sabrina n'a pas d'amis, peu de famille, elle n'a que son mari. Alors, lorsqu'un soir de janvier 2003, elle découvre les messages d'une autre femme sur son portable, elle est folle de jalousie. Sur la table de la salle à manger se trouvait un couteau, et puis je l'ai menacé avec ce couteau en lui disant d'arrêter. Et puis là, la violence est montée. J'ai pensé une fraction de seconde de la planter. Hein. Sabrina réagit et, comme un instinct de survie, se protège le ventre. C'est le bras qui prend le coup de couteau. On était à un cheveu de la mort. Je pense que Sabrina aurait dû, à l'époque, réagir beaucoup plus tôt. Ou signaler auprès des autorités mon comportement. Et je pense que j'aurais été... je pense que ça nous aurait rendu service. 10 ans plus tard, Frédéric impute encore la faute à Sabrina. C'est elle qui aurait dû réagir. Étonnante, après ce coup de couteau, elle a trouvé la force de porter plainte. Frédéric est placé en garde à vue et passe en comparution immédiate. Pour avoir frappé sa femme et menacé de la tuer avec un couteau, il n'est condamné qu'à 3 mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Une peine légère au regard de ce qu'a subi Sabrina pendant une décennie. La première consultation française pour hommes violents a ouvert ses portes en 2001. Elle est située en banlieue parisienne. Ce centre a été créé par le psychiatre Roland Coutenceau. Il va y soigner Frédéric pendant 2 ans en séance de psychothérapie. Pour moi, c'est très simple. C'est toujours la faute de celui qui est violent. C'est toujours celui qui est violent qui ne se contrôle pas. Il domine parce que l'autre se soumet. Mais si tout d'un coup, on ne joue plus le jeu, celui qui domine se révèle dans beaucoup de cas parce qu'il est
parce que c'est infantile, un tigre de papier. L'homme violent est parfois redoutable, c'est les plus pathologiques, mais au fond, c'est un dominateur au petit pied. La violence perdure dans la bulle du silence où une femme couvre pendant des mois, des années, son compagnon par amour, par dépendance, par peur qu'il le quitte, parce qu'ils ont des enfants, pour des raisons économiques, peu importe. Donc au fond, dévoiler une violence intime est un premier élément très fort pour prévenir la récidive. Nous avons retrouvé Sabrina, la femme victime des coups de Frédéric. Elle a réussi à le quitter. Mais elle le revoit chaque semaine avec leurs 2 filles. Aujourd'hui, elle fait bonne figure pour notre interview. Mais c'est une femme brisée qui dit qu'elle ne lui en veut plus. J'ai pardonné à Frédéric parce que c'est un homme qui a changé. Aujourd'hui, non, je lui en veux plus du tout. Plus du tout, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est une page qui a complètement tourné. Frédéric, il a sa vie. Moi, j'ai ma vie. On n'est plus ensemble, mais on s'entend amicalement. Et ce qui nous lie, c'est les 2 filles. Et c'est comme une plaie qui est ouverte, qui prend du temps à se guérir, et après ça cicatrise. Ce pardon étonnant de Sabrina vient sans doute de sa propre histoire. Mes parents, en fait, m'ont éduquée. C'est pas la même éducation que la mentalité européenne. Parce ils étaient nés. Ils sont nés en Tunisie et c'était vraiment à la dure. Et j'ai mon père qui était très violent. Pour un oui, pour un non. Il recevait des coups. On recevait soit des coups avec des fils électriques. Et le jour où j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans, ça a été un soulagement pour moi. Parce que je vivais dans la peur. Ainsi, elle passe des coups de son père à ceux de Frédéric, sans la moindre compassion des siens. J'ai demandé à ma mère de m'aider, de rester chez elle avec les enfants. Ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait peur des réactions de Frédéric, qu'elle avait peur Enfin, elle avait peur de lui, quoi. Elle a vu souvent des scènes de violence à son domicile. Votre mère a vu des scènes de violence entre vous et Frédéric ? Et elle n'a jamais rien fait. Sabrina est donc seule. Les coups qu'elle raconte sont insoutenables. Pendant qu'elle les encaisse, elle trouve refuge dans la nourriture, devient boulimique et elle grossit. J'étais terrorisée. Par sa violence. Il y a une période où il y a une période de ma vie où je pensais qu'à la mort, à mettre fin à ma vie. J'ai fait des tentatives de suicide très répétitifs. Parce que j'avais plus ce goût, je me suis dit pourquoi vivre, pourquoi se prendre des coups. Je vis d'une enfance malheureuse et voilà, ça continue. Autant que je mette fin à ma vie et que ça se termine. Et après, je me suis fait hospitaliser à plusieurs reprises dans des centres de repos. Tous sur la même longueur d'onde, là.
que dans le temps, il s'énervait étant jeune. Moi, je me souviens, il m'avait mis un coup de casserole sur la tête, je ne sais pas pourquoi exactement. C'était, par exemple, comme une bombe qui explose, après, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut dire que je suis plus fréquentable? Oh, maintenant, oui. Puisque tu ne te mets plus en colère. C'est plus facile à... La situation est plus facile à gérer. On est tranquille. En fait, ce que cherche Frédéric, c'est sa réhabilitation. Allez à la nôtre. Santé. Une sorte de pardon. Mais ces violences, c'est grâce à Sabrina qu'il a pu les enrayer. Parce qu'elle a encaissé ses coups, elle fut sa prise de conscience. Sa famille n'en dit pas beaucoup plus sur les colères de Frédéric. Sa mère ne semble pas très à l'aise avec cette question-là. Nous rentrons dans la maison pour voir si elle accepte de nous expliquer ce qu'elle ressent face à ce fils violent. Vous deux, vous avez déjà directement parlé de ce qui s'est passé entre vous et Sabrina. Je pense que à l'époque, dans ma relation avec Sabrina, je pense que ma mère, bon, je la tenais un petit peu au courant. Je me disais, bon, bah là, ça va pas du tout, ça dérape souvent. Le fait de pouvoir en parler un petit peu, ça me faisait un peu de bien. De toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu, faire. Non, mais déjà, bon, pour moi, le simple fait de pouvoir en parler... Tu en parlais, bon, je savais comment... On n'en parle pas à n'importe qui non plus. Comment c'était. Mais est-ce que vous vous doutiez quand même de ce qui se passait ou pas? Non. Moi, je n'étais pas tous les jours chez eux à Paris, hein. Donc... je ne pouvais pas savoir au quotidien comment ça se passait, quoi. Les premières violences entre donc Frédéric et Sabrina, c'était chez vous, en fait? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Vous vous êtes rendu compte de quelque chose? Je ne sais même pas. J'étais là, moi, ou pas? C'était en journée ou... Non, moi, j'ai le souvenir qu'il y avait eu une fois, ça avait éclaté dans ma chambre, entre moi et Sabrina, et... J'ai le souvenir qu'une fois, tu étais venu en me disant que mes fiches lui la paix, laisse-la tranquille. Mais ça n'a pas été au-delà, si vous voulez. Oui, c'était pas... C'est resté qu'à ces mots. Vous vous en souvenez de cet épisode, vous, quand vous êtes allé voir votre fils et que vous lui avez dit de... Bah oui, mais bon, je sais pas trop ce qui s'était passé entre eux. Mais bon, il n'y avait pas... Enfin, je sais pas s'il y avait du bruit, ça devait être le soir où je m'étais réveillée, je sais plus trop. Et c'est là, oui, je lui ai dit, bon, bah, laisse-la tranquille, ou je sais plus trop ce que j'avais dit exactement. Mais bon, sinon, moi, à la maison, j'avais pas connu d'autres épisodes parce qu'elle venait pas tellement souvent non plus, Sabrina. Non, de temps en temps. De temps en temps, donc c'était comme ça, quoi. C'en était resté là. Frédéric nous a confié que son propre père était violent. Ce père ne s'occupe plus de sa famille et les questions le concernant ne plaisent pas à sa mère. Vous avez déjà été confronté au même genre de problème quand vous étiez en couple ou pas? Bah, moi, il m'a pas frappé, hein, non. Vous avez entendu ça où? Ouais, moi, j'ai le souvenir qu'il avait des réactions... Oui, il y avait peut-être... C'est pas peut-être, il avait des réactions propres à lui et il pouvait aussi... ça pouvait exploser. Donc, entre autres, la porte en verre à Aulnay à l'époque. Oh, bah, il avait peut-être il avait dû la claquer violemment. Et puis la porte, c'était un verre... Ah oui, un verre... Un verre un peu comme là. Ouais. Et puis, on ne voit pas très bien à travers. Et puis, elle est tombée en morceaux. Entre la mère et le fils, l'ambiance est lourde. La mémoire semble faire défaut et toutes ces questions-là troublent un peu. Là,
travaille, hein, bon. Il décide d'une balade pour prendre un peu d'air frais, mais la question de l'amour maternel est omniprésente. Au pont de Taillebourg, tu passais pas? Ah ben non, hein, justement. Tu passais sur les... Disons ce qui s'est passé dans leur vie de couple, moi j'ai pas eu à penser que, bon, que ça venait de son éducation, que c'était de ma faute, ou non, parce que bon, il a quand même été élevé un peu, je dirais pas comme tout un chacun, mais si quand même. Bon, c'est peut-être au niveau affectif qu'il a le plus manqué, parce que pour le reste, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'a jamais eu de problème financier. Ça n'a pas été, je pense pas. Non. Pour financier, quand tu étais jeune, tu manquais pas de. Je veux dire, c'est pas. Matériel. Pas... Problème matériel, non. Bon. Disons, Frédéric et Sabrina, je ne sais plus trop combien de temps vous êtes restés ensemble. Finalement, peut-être pas si longtemps que ça, hein, puisqu'après, toi, vous vous êtes séparés, elle a pris l'appartement, toi, tu as été ailleurs. Donc, je ne sais pas combien de temps vous êtes restés ensemble en vérité, vraiment. Pas, peut-être 5-6 ans. 5-6 ans. Est-ce que vous en voulez à votre fils? Disons, c'est oui, parce que bon, c'est quand même pas. Je pense qu'il peut y avoir des remèdes, des solutions avant d'arriver à des choses ultimes comme ça. Mais bon, je lui en veux, oui, mais pour ce qui s'est passé, mais. Et est-ce que vous en voulez à Sabrina? Oui, j'en veux un petit peu à Sabrina. Peut-être d'avoir laissé durer la situation. Il y avait peut-être un moment, des moments avant où elle aurait pu peut-être essayer d'envisager une autre solution, mais bon. Vous en avez déjà parlé avec elle de ça ou... Non. Non, parce que moi, Sabrina, je la voyais pas tellement, et puis bon, depuis, je la vois pas. Lorsqu'il quitte sa mère pour rentrer à Paris, Frédéric n'a pas beaucoup plus de réponses sur l'homme qu'il est devenu. Il aimerait penser qu'il est malade pour s'exonérer des coups qu'il a portés à sa femme. Alors avec le recul, je pense que chez moi, je portais des symptômes qui font que je pense qu'il y avait... C'est une maladie. Mais on a beau chercher, la maladie n'explique pas toujours la violence d'un homme. Et le passé familial n'est pas non plus une justification sans faille. Il est évident que si un petit garçon voit son père maltraiter sa mère, c'est une image qui le marque. Si un petit garçon voit son père extrêmement violent verbalement avec sa mère, il est évident que ça crée dans son cerveau, dans sa mémoire émotionnelle, quelque chose qu'il pourra répéter. Mais sur 100 garçons qui ont vécu cette histoire familiale, très peu deviendront des hommes violents. Les autres, au contraire, feront tout pour être différents avec leur femme que leur père, parce que ça les a dégoûtés, parce qu'ils ont été malheureux, parce qu'ils sont identifiés à leur mère, parce qu'ils pleuraient quand ils entendaient les parents se battre. Donc l'histoire familiale, ça joue, mais c'est pas central. Pendant ces années où il perdait la tête, Frédéric s'est réfugié dans le sport, une activité qu'il continue de pratiquer aujourd'hui. Allez, on y va, échauffement. On va prendre ces deux-là, voilà, ça sera bien. Gilles, son prof de sport, est aussi l'un de ses amis les plus proches. Pendant longtemps, il n'a rien su de ce qui se passait dans le couple de son élève. Il l'a appris quand Frédéric lui a confié qu'il consultait un psychiatre. Allez, c'est mieux. Le problème de Frédéric était dur dans le sens qu'il était tellement, dans l'esprit du sport, serein, arrivant à l'heure, poli, correct. Vous savez, quelquefois, vous avez affaire à des gens, on va pas appeler délinquants, mais bon, on sent tout de suite qu'il y a des problèmes. Vous voyez, ils sont agressifs, ils sont méchants, ils sont jamais contents, ça va. Bon, on n'est pas surpris de ce qui arrive. Là, je tombais de haut.
Et dans ma tête, je me le dis encore aujourd'hui, heureusement qu'il faisait du sport avec nous et qu'il se dépensait. C'est-à-dire, je ne me voyais pas dire comme ça au restaurant, Gilles, écoute, je tabasse régulièrement ma femme, ou je tabasse régulièrement la maman des petites. S'il m'avait dit, que dois-je faire, comment peux-tu m'aider, j'aurais été peut-être incapable d'avoir une réponse. Impeccable, travaille les pecs, voilà, parfait. Souffle bien, gentiment, voilà, parfait. Alors parfois, ça arrange les proches de ne pas savoir, car ils sont démunis. Marie le sait bien. Elle a 53 ans et contrairement à Sabrina, elle n'était pas isolée. Elle avait des amis, mais ils n'ont rien vu lorsque son fiancé a commencé à la frapper. Marie est éditrice à Paris et à travers la bande dessinée, elle a raconté sa descente aux enfers. Voici son histoire, celle de deux amoureux qui se rencontrent au lycée. Nordine et moi, on était amoureux, enfin je crois. Pour moi en tout cas, c'était une certitude. De son côté aussi, je voyais bien que les choses évoluaient. Il faisait des efforts, s'arrangeait pour me consacrer de plus en plus de temps. Dans ses bras, les heures ne passaient plus, le temps semblait suspendu. J'aurais dû me douter que les choses ne seraient pas aussi simples que je les avais imaginées. Mais j'étais jeune et amoureuse, idéaliste aussi, aveugle certainement. L'histoire a commencé à mal tourner ou à tourner par rond quand mon compagnon m'a annoncé, alors que nous vivions ensemble, qu'il allait partir en vacances, sans moi, uniquement avec sa famille, précisément avec sa maman. Il devait partir 3 semaines. Finalement, il est parti 1 mois et demi, d'après mes souvenirs, sans nouvelles. Pendant tout ce temps, sans courrier, alors qu'on s'était promis de s'appeler, de se téléphoner, de s'écrire. Nordine rentrait d'un voyage en Algérie et m'attendait devant la maison. Quand il m'a vu sortir de votre voiture, il s'est précipité vers moi en poussant des cris. Et il a foncé sur moi quand il m'a vu et il m'a mis un grand coup de poing. Là, j'ai réellement un trou noir à partir de là. Je suis tombée sur le coin du trottoir, ça m'a causé un traumatisme profond, j'ai eu un trou dans la tête, ça a beaucoup saigné. J'ai réussi à remonter chez moi. Je ne suis pas morte. Pourtant, il s'en est fallu de peu que tu ne m'assassines. Je suppose que je me suis remise sur pied. Je suppose que j'ai monté les escaliers comme un animal terrifié. La mémoire me revient lorsque ta voix me parvient faiblement, perçant le brouillard opaque dans lequel je suis égarée. Petit à petit, j'entends tes menaces. Descends ou je te tue. Voilà ce que j'entends. Voilà ces mots que tu répètes avec violence. Pourtant, la terreur m'a maintenue sur mes jambes et m'a emmenée vers cette porte, vers tes cris. J'ai ouvert la porte, tu t'es calmé. Je ne m'étais pas vue. Toi si. Je baignais debout dans mon sang et je tremblais de la tête aux pieds. Sans doute le choc a-t-il agi. Sans doute as-tu pris conscience de ta criminalité. Tu m'as dit que c'était fini. Tu me demandais de revenir à moi. Tu me demandais de me taire. Je hoquetais, des râles sortaient de ma bouche. Que disais-je déjà ? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Nos hurlements ont fini par réveiller les voisins. Le propriétaire de l'immeuble, qui habitait un appartement situé 2 étages plus bas, est venu frapper chez nous. Nordine a entrouvert. J'étais juste derrière lui, tétanisée. Nos regards se sont croisés, mon voisin m'a regardé, nos regards se sont croisés et il a dit ok, il est redescendu. Alors, j'imagine qu'il devait quand même se poser beaucoup de questions, mais il n'est pas intervenu au-delà. Il n'a pas appelé la police. Il n'a pas appelé la police. Le propriétaire a demandé s'il fallait appeler du secours, mais Nordine fut très persuasif et il a refermé la porte. Alors, c'était quoi ? Rien, les petits jeunes du 4e qui se sont disputés. Le matin, je me suis vue dans le miroir et j'ai eu honte de sortir.
Mon visage était un œdème à lui tout seul, et il allait pourtant falloir que j'aille travailler 2 jours plus tard dans cet état. Impossible d'affronter le regard des autres, encore moins celui du médecin. Alors comme ça, vous êtes tombé dans l'escalier. Sacrée chute. Il a fait rapidement le tour des dégâts, et il m'a laissé repartir avec une ordonnance remplie d'antalgiques et autres antidouleurs. J'aurais dû, de moi-même, dire non, je n'accepte pas, je n'ai pas à accepter de subir les coups ou le conjugal. Donc j'ai laissé faire. J'étais de plus en plus renfermée sur moi-même. Je ne parlais strictement à personne et j'avais une honte énorme. Laissée vivante, mais encore un peu plus déconstruite, j'ai récupéré ce qui restait de moi. Je me suis regardée. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je me suis sentie minable, tellement moins que rien que mon corps n'en était pas respectable. Peut-être est-ce à partir de ce moment-là que j'ai perdu les repères sur mon chemin. Je connais mon nom, mais pour le reste, je ne sais plus rien. Plus rien. Après cet épisode très violent, je suis restée avec ce compagnon. Je me suis posé des questions, à savoir si je allais porter plainte, mais j'en ai parlé à personne. Donc je me suis débrouillée toute seule et comme j'avais peur de lui, étrangement, j'étais toujours amoureuse de lui aussi. Donc il y a eu un tel conflit intérieur que j'ai imaginé que c'était quelque chose de limite et qu'il ne le recommencerait pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Et il m'a dit qu'il ne s'était pas rendu compte, qu'il regrettait. Et moi, j'ai voulu croire, ça m'arrangeait de le croire, parce que c'était plus joli d'imaginer que mon histoire d'amour continuerait. Au fil des ans, détruite, Marie a endurci son visage. Ses traits se sont raidis. Elle a perdu l'innocence de sa jeunesse. Elle n'a cessé de se demander comment elle avait pu accepter l'impensable. Alors elle a cherché des réponses auprès d'une psychiatre. Muriel Salmona est spécialisée dans les violences faites aux femmes. Il y a des gens qu'il ne faut pas croiser dans sa vie. C'est-à-dire que les gens qui sont en position d'agresseur et de prédation, souvent sont des très très bons acteurs. Donc ils soignent leur scénario, donc ils peuvent vraiment escroquer n'importe qui. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas se dire « moi ça ne m'arrivera jamais », moi, non. C'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde. Enfin bon, moi j'ai beaucoup de patientes qui sont dans des situations, par exemple financières catastrophiques, et puis elles rencontrent l'homme miracle qui va leur proposer de régler leurs dettes, d'arranger tout, qui sont tout ce qu'elles peuvent rêver. Ou l'autre, en femme psychologue qu'il est, il va dire qu'il aime exactement ce qu'aime la personne. Alors que c'est même pas vrai. J'ai une patiente, elle m'a dit, qui était vraiment une lectrice, elle lisait plusieurs livres par jour, enfin elle était passionnée, et bien il lui a fait croire que lui aussi il était passionné par la lecture, il n'avait jamais ouvert un livre, quoi. Ils vont être toujours hyper présents à la place où on espère que l'autre sera. Et du coup on a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un d'extraordinaire, quoi. C'est trop beau, quoi. On ne peut pas refuser ça. C'est le principe des sectes aussi, hein. Je veux dire, on est seul, isolé, c'est la galère la plus possible. Et puis il y a des gens hyper gentils qui viennent et qui vont vous proposer des choses extraordinaires. Et puis voilà. Les hommes violents créent un système totalitaire à l'intérieur du couple ou de la famille. C'est-à-dire qu'ils sont tout-puissants, et ils se positionnent comme tout-puissants. C'est un scénario que l'autre met en scène, par exemple même avec la jalousie, où il construit de toutes pièces un scénario qui le concerne et qui l'arrange, et qu'il impose à l'autre, en mettant en scène qu'il est vraiment mécontent, en colère, qu'il ne supporte pas, mais c'est de la mise en scène. Et c'est pour pouvoir tabasser. C'est parce que lui, il cherche la violence. C'est pas difficile. Comme ça.
Quoi? Quoi? Je t'ai touché? Je t'ai pas touché, là. Est-ce que je t'ai touché? Non? Bah alors, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'arrêtes! Arrête! Relève-toi! Relève-toi! Il crée une situation de détresse telle et de troubles psychotraumatiques tels qu'il y a un mode de survie, qui est un mécanisme neurobiologique qui fait qu'on est anesthésié par les violences. C'est-à-dire qu'on est déconnecté, on est zombie en quelque sorte. C'est le seul moyen de survivre à des violences continuelles. Les femmes ferment ainsi les écoutilles de leur conscience pour supporter les coups et telles des automates, elles se résignent à nier tout ce qu'elles étaient. Si on vous dit tout le temps « t'es nul, regarde, tu sais rien faire, tu vaux rien, regarde ma pauvre fille, regarde comme t'es moche, comme t'es nul, vraiment, mais ça ne devrait pas exister des gens comme ça », et bien ensuite, même si vous n'êtes plus confronté à l'agresseur, ces phrases-là, aussitôt que vous vous mettez à faire quelque chose, il y a la phrase qui se met à revenir dans votre cerveau « t'es nul, ma pauvre fille, tu vaux rien ». Donc c'est aussi, tu ne mérites pas de vivre en quelque sorte. Et c'est aussi à l'origine d'une image de soi catastrophique à cause de cette mémoire traumatique qui est complètement construite par l'agresseur. L'emprise de ces hommes sur ces femmes va tellement loin que même lorsque les proches réagissent, elles sont incapables de saisir la chance qui leur est offerte de s'en sortir. Près de Bordeaux, nous avons rencontré Christiane. Elle est restée près de 10 ans aux prises d'un homme qui l'a rouée de coups et qu'elle a eu le malheur d'épouser en deuxième noces. Une fois que c'est moi qui te force à boire. Nathalie, la femme du fils qu'elle a eu avec son premier mari, était au courant. Dès le départ, Nathalie a ressenti le mal-être qui pesait dans le foyer de sa belle-mère. Ah, merci. Je me doutais de quelque chose quand je suis venue ici la première fois. Je me rappelle aussi une fois avoir vu une vidéo où Christiane était partie aux Canaries et là je voyais que c'était toujours Christiane qui portait les sacs les plus lourds. Je me suis dit mais c'est hyper choquant parce elle était toute frêle, elle n'est pas épaisse quoi, et elle avait des sacs à dos mais remplis. Je suis rentrée chez ma mère, je dis mais maman c'est pas normal quoi. C'est toujours elle qui porte tout, c'est toujours elle qui fait tout. Lui, c'est le pacha. L'homme qui se comporte tel un pacha, le voici. Nathalie, la belle-fille, sent qu'il se passe quelque chose de grave entre ses beaux-parents, mais Christiane nie tout en bloc. Je lui ai demandé, j'ai dit, il y a un problème, il vous tape, enfin, il y a... Non, mais il n'est pas comme ça. J'ai dit, bon, merde, je laisse tomber, je peux pas. Elle veut pas, elle fait pas confiance, ou elle l'accepte, puisqu'en même temps, on peut se poser beaucoup de questions, parce qu'on essaye de l'aider, mais on voit qu'il n'y a pas de retour. Elle peut pas, elle le fait pas, il y a quelque chose. L'homme était trop brutal, et Nathalie sûrement trop directe. Alors, entre les deux, Christiane se terre dans le silence. En fait, ce que personne ne sait, c'est que l'homme a des armes à feu chez lui. Et il menace Christiane de tuer ses enfants si elle parle à quiconque des violences qu'elle endure. Un dimanche soir, il se passe un incident lorsque Nathalie vient récupérer son bébé, laissé chez les grands-parents. Mon fils était là pendant le week-end. Donc je suis venue le dimanche. La première chose qui m'intéressait, c'était de savoir comment ça s'était passé, parce qu'il n'était pas vieux, il avait 3 mois. Et je voulais savoir ce qui s'était passé. Donc effectivement, j'ai parlé à ma belle-mère, plus qu'à lui. Et je suis rentrée dans la cuisine, et là, il me s'est jeté sur moi pour me taper dessus, quoi. J'ai dit, bon, mais puisque c'est ça, je prends mon fils et je m'en vais. Et là, il a eu une parole, il m'a dit, ton fils, il est chez moi, il reste chez moi. Et j'ai dit, c'est la dernière fois qu'il mettra les pieds ici. Je lui ai dit, mais il est fou, Mais oui, mais tu peux pas comprendre. J'ai dit, non, mais je comprends tout à fait qu'il est fou, quoi. Je peux pas. Donc à partir de là, ça a été terminé, j'ai coupé les ponts. Pourquoi vous avez défendu votre mari à ce moment-là? C'est pas vraiment le défendre, en fait. Si j'avais pris position pour Nathalie... Oui, on était foutus, peut-être. Oui. Là, c'est parce qu'il fallait pas sous-estimer la dangerosité de mon mari. Hein. Ça, il fallait surtout pas la sous-estimer. Moi, je vous dis, j'étais jeune.
Donc, ils étaient jeunes, heureusement, ils n'avaient pas compris, ils avaient leur vie, c'est bien, ils étaient heureux. Mais je me suis dit, il va leur faire mal. Et là, il y avait un bébé, et je voulais surtout pas que ça se finisse, je ne savais pas comment, dans la violence, vraiment pure, quoi. Donc j'ai dit non. Donc c'est vrai que c'est moi je m'étais interposée, j'avais des bleus au bras. En fait, elle nous protégeait. Pour mes enfants, j'aurais fait n'importe quoi. Là, j'ai subi beaucoup de choses pour pas qu'ils s'en mêlent, pour pas qu'ils sachent, parce que sinon ça aurait été... et ce jour-là, ça aurait été terrible, quoi. Ainsi, pour protéger ses enfants, Christiane s'est mise dans la ligne de tir de l'homme violent. Elle avait 40 ans, elle était veuve et elle avait 2 grands-enfants lorsqu'elle a rencontré ce nouveau mari, un commerçant de la région bordelaise. Ses enfants partis de la maison, elle croit en la magie de ce nouvel amour. Même s'ils ne se ressemblent pas, ils s'aiment et elle pense que leur différence peut être une force. Elle se trompe lourdement. Je me rendais compte qu'il était quand même très dur dans ses propos. Après, petit à petit, dans nos idées, on n'avait pas les mêmes idées, on n'avait pas du tout la même opinion politique. Mais au départ, il acceptait mes opinions, ma façon de penser, ma façon d'agir. Mais il devenait très jaloux. Parce que quand ma famille ou mes amis m'appelaient à la maison, il fallait que je mette l'ampli pour savoir qui m'appelait. Si ça durait trop longtemps, il n'était pas satisfait, donc il se permettait d'intervenir pour que je coupe le téléphone. Parce que c'était soi-disant l'heure du repas. Enfin voilà, il y avait toujours un prétexte qui le dérangeait. Et ce qui le dérange aussi, c'est lorsque Christiane ne lui obéit pas, quand elle prend du temps pour elle. Il enrage et ça dérape. Comme ce jour de janvier 2008. Et puis, un jour, j'ai voulu aller chez le coiffeur, c'était un petit peu plus long. Lui, il avait mis le couvert, il n'était pas content parce que je n'étais pas rentrée. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il avait ouvert une bonne bouteille de vin. Et au lieu de boire du vin dans des verres à pied comme je mets tout le temps, il a bu du vin comme ça à la bouteille. Alors ça, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, écoute, là vraiment, on dirait un ivrogne. Je lui dis, un vin comme ça, de château, le boire à la bouteille. Alors là, j'ai payé cash. Là, il m'a cogné la tête contre la table. Enfin, je me suis retrouvée par terre, au milieu des assiettes cassées. Et là, j'ai perdu connaissance un moment. Et j'ai ramassé mes lunettes parce qu'elles étaient cassées. Et là, il a commencé à hurler qu'il voulait me tuer. Il me dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Donc moi, je suis partie de là. Et je savais que ma chambre, c'était des portes-fenêtres partout, était ouverte. C'était au mois de janvier, mais c'était ouvert pour aérer. Et il a couru dans le couloir. C'est là, il m'a attrapé la gorge, là, il m'a rattrapé en arrière. Et là, vraiment, là, j'ai dit, là, je meurs. Parce que je ne pouvais plus respirer. Le dernier regard que j'ai vers lui, c'est ses yeux qui ressortaient, les hurlements qu'il avait pour me dire qu'il allait me tuer. Il était vraiment déterminé, là. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment, il a lâché? Est-ce que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pu m'enfuir. Je suis arrivée dehors. Mais bon, l'herbe était humide. Comme j'étais en chaussons, j'ai glissé, je suis tombée. Et là, il m'a rué de coups, de pieds, dans la tête, dans le ventre, enfin partout. J'avais mal partout, j'avais du mal à bouger, donc je me suis recroquevillée, je me suis installée là, à cette porte-fenêtre pour essayer un peu de m'isoler. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas le temps qu'il a passé, il m'a ouvert la porte, il m'a dit « maintenant tu viens faire ma vaisselle ». Donc tant bien que mal, je lui ai fait la vaisselle. Et là je savais que... Mais comme il était avec moi, je ne pouvais pas m'enfuir. Là, j'étais vraiment pas en état. Je me suis couchée avec un médicament pour essayer d'enlever un peu certaines douleurs. Je me suis allongée et il est arrivé, il faisait nuit. Il a ouvert la lumière du plafonnier de la chambre et il m'a dit « Ah, salope !» Il me dit « Maintenant, tu vas te lever et me faire mon repas. » Alors bon, je me suis levée, j'ai préparé son repas. Lui, après, il s'est recouché voir la télévision dans la chambre. Et là, je me suis dit « Là, il faut que je parte. » Elle sent qu'il peut la tuer. Le lendemain matin, son mari s'absente 10 minutes et confisque les clés de la voiture. Vite, munie de son seul sac à main, elle s'enfuit et trouve refuge chez son médecin, qui la connaît bien. Et en arrivant, quand elle m'a vu, elle me fait passer en vitesse dans la salle d'attente. Elle m'a dit « Non, non, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et là, je me suis effondrée. Je lui ai dit, je lui raconte en quelques mots
Elle me dit, vous êtes en grand danger, là, elle me dit, j'appelle un taxi, vous ne quittez plus mon bureau. Donc elle a fermé les portes carrément, elle a appelé un taxi et ils m'ont envoyé au COUVAC, qui est un centre justement à l'hôpital qui reçoit les victimes, soit les victimes sexuelles, enfin voilà, toutes victimes. Donc c'est très difficile quand même de porter plainte, hein. C'est pas évident, mais c'est un droit que l'on doit prendre. Après, je me suis sentie quand même une certaine petite fierté en moi. Je dis, bon, j'ai toujours ça d'acquis. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins j'ai porté plainte, j'agis. Il m'a donné des coups de pied, ainsi que des coups de bâton sur les cuisses et sur le ventre. Il m'a saisi avec une main à la gorge, basculant ma tête en arrière, a serré ses poings, en disant qu'il allait me tuer. Christiane se croit à l'abri au foyer, mais le lendemain de son arrivée, l'assistante sociale l'informe que la gendarmerie cherche à la joindre de toute urgence. Je dis quand même, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai eu vraiment un moment de panique. Et j'ai eu un gendarme qui me dit, oui madame, on vous attend tout de suite. C'est très grave ce qui s'est passé, il faut que vous veniez tout de suite. Et là, j'ai été tétanisée. J'ai dit, là, c'est pas possible, il a vraiment tué mes enfants. Et là, c'est un sentiment d'horreur, de culpabilité atroce, parce que je dis, moi, je me suis sauvée, mais s'il a tué mes enfants, ça ne servira à rien. Dans un état, là, on est vraiment dans un état second. Une éducatrice m'a accompagnée à la gendarmerie, mais dès que j'ai ouvert la porte, ils m'ont dit, vos enfants vont bien. Donc là, de suite, je me suis dit, bon, ben, je suis soulagée. Après, il m'a accompagnée à nouveau dans un bureau, et là, il m'a dit, écoutez, par contre, pour votre mari, il y a un souci. Bon, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait des bêtises? Non, non, il me dit, c'est votre mari, il me dit, il est décédé. Ah bon, décédé pour le cœur, un accident ou... Non, il me dit, c'est lui qui s'est suicidé, par arme à feu. Et c'est vrai que la parole que j'ai eue, je lui ai dit, ben, il ne fera plus de mal à personne. Et j'avais demandé quand même à le voir. Je lui ai dit, il faut vraiment que je sache que c'est vraiment lui. Peu de temps, mais vraiment j'avais besoin. Donc on m'a accompagnée jusqu'à l'Institut médico-légal et je l'ai vu quelques secondes, mais je dis oui, c'est vraiment lui. Là maintenant je peux vraiment dire, je n'aurai plus peur de me retourner, je n'aurai plus peur d'être dans la rue, je sais qu'il est vraiment mort. Parce que tant que je ne l'avais pas vu, j'avais quand même le doute. Si lui, il serait passé en correctionnel, si enfin, les choses s'étaient déroulées normalement, de ce jour, je ne pourrais pas témoigner, il m'aurait tué. Vous auriez toujours peur? Je serais plus vivante. Je serais plus vivante. Quand on a ouvert la maison, les armes étaient prêtes parce que c'était encore les volets étaient ouverts, les portes-fenêtres comme ça. Il y avait une arme à feu dans chaque pièce, chargée. Le mari de Christiane est mort, mais c'est elle qui aurait pu mourir. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. La force physique est imparable et la lutte inégale. À Douai, dans le Nord, le 18 juin 2009, une mère de 4 enfants est une fois encore frappée par son mari. Il va essayer de la tuer. Ils sont dans la cuisine et elle saisit un couteau et le lui plante dans la gorge. Elle a alors 29 ans. Le 23 mars 2012, après 3 jours de procès sous haute tension et 17 mois de détention provisoire, Alexandra Lange est acquittée. Une première en France. C'est sourire. C'est la joie de vivre, c'est heureux, c'est bonne nouvelle, c'est nouvelle vie. Fait exceptionnel, même l'avocat général défenseur de l'accusation a plaidé l'acquittement. Il a accusé la société de ne pas avoir su protéger cette femme qui a subi des violences pendant 11 ans sous les yeux de ses enfants. Il a plaidé la légitime défense au motif que c'est elle qui aurait pu y laisser sa peau. Malheureusement, on a un rendez-vous avec ce type de victime d'habitude, c'est à la morgue. Et cette fois-ci, c'est différent. Donc, c'est un procès emblématique qui permet de parler de ce que vivent les femmes victimes de violences intrafamiliales. Pour ces avocates, le verdict de ce procès est historique. Je sais pas, 19h. C'est important pour toutes les femmes victimes de violences conjugales, ce verdict, puisque c'est quand même une femme qui a tué son mari, qui risquait donc la perpétuité et qui a été acquittée. Donc pour toutes ces femmes victimes de violences conjugales, c'est une forme aussi de soulagement, savoir que sa parole
a été entendu, c'est-à-dire qu'on a compris que cette femme avait vécu un enfer et qu'elle allait mourir. Et en fait, ce geste fatal, c'était un acte de légitime défense et la société était prête à le comprendre, à l'accueillir. Et ça, c'est fondamental pour toutes les femmes victimes de violences. Une décision de justice exceptionnelle. C'est difficile pour une femme battue de maintenir sa plainte. Elle brave tous les dangers et elle est souvent peu indemnisée car la justice a encore du mal à prendre la mesure du drame intime qui se joue. Les peines sont beaucoup trop faibles actuellement devant les tribunaux français envers les hommes violents. Je parle de dossiers très fournis dans le cadre des preuves qui ont pu être apportées, avec véritablement des certificats médicaux, donc dans des dossiers extrêmement lourds de violences physiques. On a finalement très peu d'indemnisation. Le plus important qu'on ait obtenu en termes d'indemnisation en matière correctionnelle, dans le cadre d'une affaire de violence conjugale, pour une victime, on a obtenu 10 000 € de dommages et intérêts. Ce qui est énorme, absolument colossal. En général, la moyenne, c'est 2 000, 2 500 €. J'ai le cas très précis, bien pire, d'une cliente qui a été indemnisée alors que les violences étaient caractérisées de la part de son conjoint. Elle a été indemnisée à la seule somme de 40 €. Et encore, la présidente, alors que le mari sortait l'argent de sa poche à la barre, la présidente a dit « Non, mais monsieur, vous avez encore un délai d'1 mois pour indemniser madame ». Des peines clémentes, des comportements archaïques. Comment, dès lors, mettre toutes les chances de son côté pour faire condamner un compagnon violent ? Les premières précautions, c'est d'aller voir un médecin lorsqu'on est battu, physiquement en tous les cas, ou même lorsqu'on est en état de dépression parce que les violences psychologiques se multiplient. Le certificat médical qui décrit les coups, qui décrit les hématomes, qui décrit à quel endroit se sont portés les coups, c'est essentiel. L'épreuve, c'est l'attestation d'un voisin qui a entendu les cris, qui a entendu qu'on mettait la femme dehors. L'épreuve, c'est une amie qu'on appelle en désespoir de cause, en disant « voilà, je suis enfermée dans la salle de bain parce qu'il ne me laisse pas sortir ». S'agissant des victimes, là pour le coup, de violences psychologiques, de femmes qui sont victimes de violences psychologiques, l'erreur fondamentale à ne pas commettre, c'est de quitter le domicile et de laisser les enfants. Parce qu'avec des pervers manipulateurs, ça va être extrêmement compliqué de récupérer les enfants. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils vont faire passer ces femmes pour des hystériques, des dépressives, qui sont dans l'incapacité de gérer et d'élever leurs enfants. Donc partir, mais jamais sans ces enfants. Sortir ces femmes de leur isolement, c'est ce que tentent de faire des écoutantes, souvent des assistantes sociales, qui travaillent dans cet immeuble. Nous sommes au centre d'appel du 3919, un numéro gratuit qui permet aux victimes de violences conjugales de s'exprimer. Violence conjugale info, bonsoir. Alors racontez-moi, je vais vous dire moi si vous êtes victime de violence. Il m'insulte. Il me dit tout le temps que je suis nulle. Il me prend tout mon argent. Je ne sais pas à qui parler de tout ça. Je n'arrive pas à le quitter. J'ai trop peur de sa réaction. Me donne des coups de pied, me tire les cheveux. Une de mes employés se fait battre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je suis tout le temps angoissée. J'en ai marre pour moi, mais surtout j'ai peur qu'il tape mes enfants. Chaque appel est consigné, tous les cas de figure sont prévus. Ici, 6 jours par semaine, de 8h à 22h, on répond aux appels de toutes celles et tous ceux qui demandent de l'aide. Appeler le 3919, ça peut être un premier pas. Ça peut être la première fois qu'on va en parler. C'est plus facile de nous appeler nous que d'en parler à quelqu'un en face à face. Nous, on ne nous connaît pas. Elles restent anonymes, les femmes, et elles peuvent dire les choses sans que nous, on porte de jugement.
sur ce qu'elles vont nous dire. Donc oui, ça peut être, le 3919 peut être vraiment une porte d'entrée pour mettre en place des choses et s'occuper un peu de soi et arrêter de subir. Maintenant, c'est pas une porte suffisante. C'est le même, je crois. Violence conjugale info, bonsoir. Il m'a giflé hier soir. C'était la première fois. Une gifle, madame, c'est être battue. C'est une gifle de trop. Bien sûr. Ce soir, les appels n'arrêtent pas. Nous sommes lundi, le jour le plus chargé pour ce centre d'appel. C'est le lendemain du week-end et les femmes décompressent. Faut refuser ça. Hein. Après, les soirs de match de foot, il y a moins d'appels. Ah bon? Parce que les hommes sont présents à la maison, donc les femmes ont un peu de mal à nous appeler. Hein, donc il faut vraiment que vous trouviez, ne serait-ce que peut-être dans un premier temps, un foyer. Hein, où vous seriez accueillis. Un foyer, ça peut être aussi rassurant. Parce qu'il y a des gardiens le soir, parce que vous seriez vraiment mis en sécurité. OK ? En 2011, plus de 40 000 femmes ont contacté ce numéro pour demander de l'aide. Mais dans ces centres, on leur donne aussi des adresses d'associations ou de refuges. Des refuges, il n'y en a qu'une quarantaine en France. À peine 1500 places pour les femmes violentées qui, sur les 2 dernières années, seraient plus de 400 000. Ces foyers sont pourtant la seule issue pour ces femmes de sortir des griffes de leurs compagnons. Après le suicide de son mari, Christiane a pris la fuite. C'est dans ce centre, à Senon, en Gironde, qu'elle s'est réfugiée. Exceptionnellement, nous avons pu visiter ce refuge. Mais impossible pour une caméra d'en filmer la façade. Les femmes y trouvent du réconfort auprès de psychiatres et d'éducatrices spécialisées. Ici, il y a 30 places pour des femmes avec leurs enfants. Il s'agit d'un lieu sécurisé. L'adresse est confidentielle pour éviter que les conjoints violents ne viennent retrouver leur compagne. C'est pourquoi vous ne verrez aucune des femmes hébergées ici. Jean-Louis Roux-Salambien, le directeur de ce refuge, nous fait découvrir les lieux. La salle de jeu pour les mères et les enfants. Voilà, qui est étonnamment rangée. Nous avons un petit salon, qui est un espace avec un accès Internet, une télévision, quelques canapés qui sont après. Les femmes sont logées dans des chambres individuelles. Elles peuvent s'occuper de leurs enfants et apprendre à réapprivoiser leur quotidien. En tout, on a 10 espaces de vie, dont 8 ne sont pas pourvus de cuisine, qui fait que les personnes qui vivent dans ces espaces de vie, à l'étage, viennent ici préparer leur cuisine avec leurs enfants. Voilà. Et donc, le but, c'est qu'elles soient, qu'elles soient en lien les unes avec les autres. Voilà. Ce réconfort, Christiane l'a trouvé quand elle est arrivée dans ce refuge, apeurée et affolée. C'est auprès de l'équipe du centre qu'elle a recouvré ses esprits. Ces femmes qui l'ont aidée ont été précieuses. Tétanisée, il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Par votre silence, je sais qu'à notre arrivée, on ne pose pas de questions. Donc par notre silence, en fin de compte, vous nous amenez à parler. Et ça vient de nous. En fait, on a tellement dû, pendant des années, moi j'ai tellement dû me taire comme d'autres femmes. Hein. On se tait, on ne veut quand même pas pleurer devant eux. Enfin, même si on ramasse des coups, on ne peut pas pleurer quand on serre les dents. Donc on ne peut plus parler, on ne peut plus pleurer. Et puis d'un coup, on sait qu'on peut le faire dans un endroit où on nous respecte, parce que c'est quand même le respect qu'il y a ici. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a quand même plein de choses? Et puis on a tout quitté, et puis on a mal partout quand même dans notre corps, on est atteinte, et puis psychologiquement aussi quand même, hein, on est abîmé. On recueille voilà, ses premières paroles, on la rassure, et puis... Oui, on recueille ses pleurs, ses silences, ses blessures. Quand elle est blessée... On appelle le SOS médecin, on voit avec elle ce qui est le plus urgent à faire. Il y a les enfants qui sont là parfois, donc on s'occupe aussi des enfants, on les rassure, on leur explique où ils sont, que leur maman va habiter cette nouvelle maison avec eux.
et que c'est leur nouveau lieu de vie, qu'ils sont en sécurité surtout. On insiste beaucoup sur la notion de sécurité. De se reconnaître et d'être reconnue en tant que victime, je crois que c'est important pour toutes les femmes quand elles arrivent ici d'être reconnues en tant que victimes de violences conjugales. Ici, on peut parler, on peut rabâcher, parce qu'on redit les mêmes choses. Hein. Je crois que toutes les femmes, on est pareil. Oui, c'est indispensable. Voilà. Donc, et là, on n'est pas jugé non plus. Et on sait qu'elles sont toujours à notre écoute. Voilà. Oui, redevenir actrices dans leur vie, quoi. Voilà. Et plus qu'on leur dise ce qu'elles ont à faire, pas faire, ce qu'elles ont à dire. Ou leur interdire. Ou leur interdire de faire. Qu'elles reprennent en main les choses. Oui. Cet accueil, Christiane l'a apprécié quand elle s'est échappée de chez elle. De cette époque, elle garde un souvenir de peur, mais aussi d'un début de reprise de confiance en elle. C'est vrai que je suis arrivée, j'étais déjà mal. Après, il y a eu ce suicide quand même. Il a fallu aussi... C'est pas évident. Donc, ça faisait deux choses en même temps à absorber. Hein, parce que c'est... Ensuite, il y avait la reconstruction avec mes enfants, ma famille, qui m'ont aidée. Mais on est tellement mal les premiers temps. Puis j'ai eu après beaucoup de problèmes de santé toutes les semaines. J'ai eu affaire plusieurs fois au SOS médecin parce que on veut s'en sortir. Puis c'est là que le corps, on a l'impression, nous trahit, il nous lâche, quoi. Après ce séjour dans ce refuge, Christiane s'est reconstruite. Aujourd'hui, elle y est bénévole. Une façon de rendre utile ces années sombres. Pour moi, l'idée de travailler ici, c'est même pas un travail, hein, c'est quand même, mais je m'implique beaucoup parce que c'est vrai, j'ai eu besoin de la PAFED, de ce centre d'urgence. J'ai été hébergée 3 mois et c'est un moyen de redonner un peu ce que j'ai... Oui, de redonner ce que j'ai pu recevoir et d'aider en plus d'autres femmes. De par mon action militante, c'est aider les autres femmes à aller plus loin dans leur démarche, à trouver du travail. Voilà, plus on en parlera, moins ça sera tabou et ça sera de plus en plus facile quand même pour défendre nos droits. Yasmina, 29 ans, est sortie, elle, d'un refuge comme celui de Christiane, il y a 2 mois. À 18 ans, au lycée, elle était tombée amoureuse du garçon le plus populaire de l'école. Elle aimait son côté bad boy et très vite, après l'avoir épousé, elle est tombée enceinte. J'ai eu mon enfant très rapidement, mon fils aîné. Et suite à ça, il m'a proposé de venir vivre chez ses parents, ce que j'ai accepté tout de suite. Une bonne ambiance, mais différent de tout ce que j'avais vécu. J'étais chez mes parents, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Bon, bien sûr dans la limite du raisonnable, mais j'étais libre, entre guillemets. Et là, c'était devenu une prison. J'avais pas le droit de sortir, je devais rendre des comptes à son papa, qui n'était pas le mien. J'avais rien le droit de faire sans l'autorisation du patriarche. Dans cette nouvelle famille, ce sont les hommes qui commandent. Yasmina s'en fiche, elle est amoureuse. Son mari enchaîne les petits boulots, de quoi faire vivre la famille. 1 an plus tard, la jeune femme attend un second bébé et le couple déménage. Son compagnon devient alors de plus en plus autoritaire. Lui, c'était l'homme et moi, j'étais la femme. Au départ, non, je me taisais pas. Je me défendais, j'essayais de me défendre en montrant mon point de vue, mais j'avais rarement le dernier mot. Mais en même temps, voilà, j'ai un petit gabarit. Et puis, il est un petit peu plus fort que moi, du coup. Quelques jours après, quand je lui montrais ce qu'il m'avait fait, ce qu'il me disait, c'était mais c'est normal, tu marques vite. Et puis ça, il me l'a déjà dit plus d'une fois. Que c'était de ma faute, encore une fois, si j'avais des marques, parce que je marquais vite. Le premier coup, Yasmina ne s'en souvient pas. Sa mémoire est diffuse et c'est comme si les violences étaient arrivées naturellement. Elles ont duré 10 ans. Mais un jour, un coup fait plus mal que les autres. La violence la plus... Celle dont je me souviens le plus, parce qu'elle m'a tellement marquée. Je me rappelle plus de la raison, mais en fait,
Il portait une chevalière et j'avais certainement dû dire quelque chose que je n'aurais pas dû. Et il m'a giflé. Mais il m'a giflé avec le dos de sa main. Du coup, il a fendu ma lèvre. Et mon fils, le deuxième, était présent, il avait, je crois, 2 ans. Et déjà, la lèvre, ça saigne pas mal, donc le sang a giclé contre le mur. Et l'enfant s'en est rappelé longtemps. Ah, tu te rappelles la fois où tu t'étais fait bobo? Je crois que c'est Baba qui t'avait fait bobo à la lèvre. Il s'excusait tout le temps après. Comment il s'excusait? Je suis désolée, j'aurais pas dû, mais c'est toi, tu m'as cherché, si t'avais pas répondu, ben peut-être que... Mais il y avait toujours l'excuse derrière, et puis le fait qu'il s'excuse, ben je pardonnais. Et puis un jour, elle prend ses enfants sous le bras, quitte la maison et s'enfuit. C'est comme si elle se réveillait soudain d'une vie endolorie. Je sais pas pourquoi je suis pas partie. Je pense que par amour. Et surtout, j'avais pas envie que les gens sachent. Je voulais vraiment être peut-être seule dans mon mal-être ou je sais pas. Je voulais pas qu'on le sache. Vous savez, c'est pas évident en fait du jour au lendemain de dire hier soir je me suis fait péter la gueule ou il m'a encore foutu une baffe, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'en fait, je m'étais mise moi là-dedans. C'était à moi de m'en sortir. C'est moi qui avais décidé, c'est moi qui avais choisi cette vie. Mes parents n'étaient pas d'accord, hein. Ils l'appréciaient pas plus que ça. Et puis, j'ai quand même fait mon choix, c'est moi qui avais choisi, c'était à moi de m'en sortir. Yasmina divorce alors rapidement. Après 10 mois passés dans un foyer pour femmes battues, elle s'en est sortie toute seule. Son visage n'a pas eu le temps de s'endurcir sous les coups. Cette sale rencontre lui a donné la force de reprendre des études de droit. Pour l'instant, je commence avec une capacité en droit et puis après, on verra. Je reprendrai probablement pas mes études si j'avais eu une vie parfaite avant. Donc c'est peut-être grâce à lui que je reprends mes études ou pour montrer ce que je veux et ce que je suis capable de faire. Là, je suis complètement libre, je fais ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre et voilà, la preuve, je suis ici et voilà. Aujourd'hui, Yasmina veut devenir avocate pour aider à son tour les femmes violentées. Car pour le moment, la loi n'est pas assez sévère envers ces hommes brutaux. Pourtant, un texte a été voté en juillet 2010. Il instaure le délit de violence psychologique. Il permet au juge de prononcer une ordonnance de protection, c'est-à-dire le relogement des victimes. Mais aujourd'hui, cette loi est toujours inégalement appliquée, voire méconnue. Comment faire pour qu'enfin la justice prenne en compte la gravité de cette violence faite aux femmes ? Pour Yasmina, Marie, Christiane et Sandrine, la bataille contre les violences conjugales continue donc pour tendre une main à ces femmes qui sont maltraitées dans ce monde trop masculin qui accepte comme une fatalité ces violences intolérables.